Tous les ans, pratiquement, je parle de courses d'exhibition pour parler de la dernière manche à Abu Dhabi, parce que sincèrement, il y a rarement autre chose qui se passe là-bas. La plupart du temps, le championnat est plié et c'est très rarement une course intéressante. Mais faut quand même admettre que par rapport aux éditions précédentes, on a eu quand même un petit peu plus d'action à Abu Dhabi, que ce soit en piste avec des pilotes qui au minimum arrivaient mieux à se suivre que par le passé, et en plus avec des stratégies qui pour le coup étaient vraiment intéressantes. Habituellement sur ce tracé, on est sur du un arrêt pour tout le monde. Là, au minimum, il y avait un enjeu. Il y avait la stratégie Pirelli qui recommandait les 2 arrêts. Et il y a eu les quelques petits fifous qui ont fait marcher un seul arrêt. Donc, on va un petit peu pouvoir entrer plus en profondeur dans la course de chaque pilote et regarder un petit peu ce que chacun a fait et essayer de voir un petit peu leur performance également. Alors bon, c'est Max Verstappen qui a remporté sa 15e course de la saison. Bon là, les chiffres ne veulent même plus rien dire. 15 Grands Prix dans une saison, c'est bien évidemment inédit. On reste quand même très loin du record de ratio de Alberto Ascari en 1952. Sur les 8 courses, il en a gagné 6. Il n'a pas participé à la première en Suisse. Il a abandonné à la deuxième aux Indy 500 et il a gagné les 6 autres. Bon, c'était un autre temps. Et cette année, de toute façon, 15 victoires sur 22. Il n'a pratiquement rien laissé à ses adversaires. Et ce week-end à Abu Dhabi, c'était exactement pareil. On constatera d'ailleurs que pratiquement comme chaque fois, j'ai l'impression, le tracé d'Abu Dhabi retranscrit plutôt bien un petit peu l'ambiance qu'il y a eu dans l'ensemble du paddock, au moins sur le plateau. Parce que du côté de Max, on n'a pas eu l'impression qu'il a été chagriné de tout le week-end. Il était vraiment seul dans sa bulle. Il a enregistré ce qui a été sa 20e pole de sa carrière. Je crois que c'était peut-être seulement la 6 ou 7e de la saison. Qui plus est, une pole position qu'il a enregistrée en sacrifiant tous ses runs en Q3 pratiquement. Sur le premier, il a fait son temps unique qui lui a servi à faire la pole. Sur la seconde, il devait donner l'aspiration à Pérez, mais il a eu un problème moteur, ce qui a sacrifié au final son second tour. Et son dernier tour, du coup, a servi pour donner l'aspiration vraiment à Pérez pour ce coup-là. Et quand même, il arrive à lui mettre 22 centièmes dans la FIF. Voilà, et en course, il est parti sur un seul arrêt, et un seul arrêt malgré tout. Bon, à aucun moment, il n'a été en danger. Il finit à plus de 8 secondes devant Charles Leclerc, mais j'ai l'impression que contrairement au Monégasque, Verstappen, il était presque le coude sur la portière. Je suis persuadé qu'il en avait encore dans le bide si on lui demandait d'attaquer. Il y a même un petit moment, Pérez, il est monté à la radio pour... je sais pas pourquoi, foutre la pression. Verstappen était 2 secondes devant. Il fait « Ah là là, Max, il est en train de me gêner, faut qu'il accélère. » Verstappen, il a fait « Ok », il s'est barré. Et d'un autre côté, je me demande si ça n'a pas presque porté préjudice aux Mexicains dans sa course, parce que j'ai l'impression, surprenamment, que malgré tout le blabla médiatique qu'on nous a pondu entre Abu Dhabi et le Brésil la semaine précédente, sur les conflits internes, tout ça, j'ai quand même l'impression qu'ils ont voulu éviter tout conflit et ils sont basculés sur 2 stratégies différentes pour les 2 pilotes. Bien évidemment, on loue beaucoup Ferrari pour son bluff stratégique de dire à Leclerc si Pérez rentre au stand, tu continues, et s'il rentre pas, tu t'arrêtes. Ça aurait un petit peu forcé Red Bull à prendre une décision, mais en même temps, Sergio Pérez c'est un petit peu lui aussi mis lui-même dans un bourbier, puisqu'il a été obligé de s'arrêter assez tôt dans la course. Il avait été particulièrement agressif avec ses pneumatiques avant, et justement il perdait pas mal de rythme, et il a été forcé de s'arrêter plus tôt, et c'est un petit peu ce qui l'a condamné presque à une course en 2 arrêts, là où pour Max et Leclerc on a pu se permettre d'être sur cette stratégie à un seul arrêt. On va y revenir dans quelques instants sur la course de Leclerc. Et après Pérez, sa remontée a été compromise par le trafic, tout simplement. Je crois qu'il a perdu à peu près 3 tours derrière Hamilton. Ça a quand même été une super lutte, presque réminiscente de celle entre les deux l'an dernier. Je sais pas s'il y avait quoi que ce soit entre les deux, mais c'était quand même sympa. Très belle défense de Lewis et Checo qui s'est retrouvé un petit peu embêté derrière. Parce qu'à la régulière, je pense qu'on s'attendait tous à ce que Pérez arrive à revenir dans au minimum le DRS de Leclerc pour le dépasser en fin de course. Mais du coup, Checo a perdu pas mal de temps dans le trafic.
Et de son côté, faut quand même admettre que Leclerc a fait vraiment un excellent week-end. J'ai l'impression que sur le papier, ça se retranscrit pas très bien. Déjà parce qu'en qualif, il y avait rien de particulièrement exceptionnel. Dès le vendredi, chez Ferrari, on avait compris qu'on devrait affronter beaucoup de dégradation des pneumatiques. J'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais justement, sur le fait d'avoir des stratégies à 2 arrêts, peut-être merci à Pirelli pour le coup qui a permis un petit peu tout ça, parce que habituellement, il y a aucune dégradation sur ce tracé. Là, il y en avait vraiment beaucoup plus. Mais bon, et du coup, Charles Leclerc, lors des essais libres 3, il aurait tenté un petit peu de prendre le pari de régler la monoplace différemment pour justement compromettre plus le rythme de la monoplace et favoriser son rythme de course. Déjà, c'est quelque chose qui faisait beaucoup plus par rapport à Sainz cette saison, hein. Ça s'est retranscrit pratiquement toute l'année quand on voit les pilules que Sainz se prenait en rythme de course. Mais peut-être que là, on a franchi une étape supérieure. Ils sont restés quand même assez vagues à ce sujet. Donc, on verra peut-être si l'an prochain, ça aura des répercussions, ce type d'approche. De toute manière, en Formule 1, c'est pas nouveau, hein. C'est le dimanche qu'il faut maximiser la voiture. Mais bon, là pour le coup, du coup, il a eu une qualification bien moins flamboyante qu'habituellement, mais en course, il n'était pas dans le rythme de la Red Bull, très loin de là. Mais malgré tout, ça lui a permis d'économiser un petit peu plus ses pneumatiques et quand même d'être diablement rapide. Et parce qu'il a attaqué pratiquement toute la course, la plus grande différence vraiment très leclérienne et un petit peu, c'est pratiquement là que les plus grands, entre guillemets, ont fait leur plus grosse différence. C'est après cette première longue ligne droite du DRS, là, l'espèce de chicane hybride où on a eu pas mal de luttes bizarres en roue contre roue, l'épingle à gauche puis le droite aussi assez piégeur qui génère la longue ligne droite suivante. Et là Charles récupérait pas mal de temps ici et bien évidemment sur le long gauche qui suit où il y avait également beaucoup de temps à perdre. Vraiment cet ajout à Abu Dhabi qu'on a pu l'an dernier ici, je trouve que c'est excellent parce que ce soit en Formule 2 promotion, donc Formule 2, ou que ce soit en Formule 1, on a eu pas mal de luttes dans ce virage. On assiste à plusieurs trajectoires qui sont prises ici, donc ça permet de donner un peu de personnalité à Abu Dhabi qui en manquait cruellement. Il termine donc 2e de la course, 2e du championnat. Bon, hein, la place de vice-champion du monde, je pense qu'on s'en tamponne un petit peu tous. Mais bon, c'est quand même un minimum pour lui qui a quand même démontré pour moi cette saison qu'il avait vraiment la fibre pour jouer aux avant-postes, à part le Grand Prix de France où ça a été un petit peu l'humiliation sur l'ensemble de la saison. Quand il fallait jouer devant, il a montré qu'il avait ce qu'il fallait et une nouvelle fois, il l'a montré ce week-end. Du côté de Carlos Sainz, on voit vraiment la différence en rythme de course, bien évidemment, parce que Carlos Sainz a roulé plus rapidement, enfin, a un meilleur tour beaucoup plus rapide que celui de Leclerc, qui s'explique principalement donc par le fait que Sainz a eu des pneus neufs en fin de course quand les réservoirs sont plus légers, enfin du coup des pneus moins usés. Mais quand on voit la différence, elle est à tout juste 1 seconde et on voit que dans d'autres équipes, généralement, quand on arrive à comparer les deux pilotes qui étaient sur ces deux stratégies, on voit qu'il y a beaucoup plus d'1 seconde, donc ça permet une nouvelle fois de mettre un petit peu Leclerc en valeur. Sainz a un petit peu compromis sa qualification aussi avec quelques petites erreurs. Après, pour le dimanche, je pense que à moins de tenter lui aussi la course à un seul arrêt, il n'y avait pas grand-chose à faire. Comme je l'avais dit dans la petite chronique de ce dimanche en Formule 1, je lui mets un petit point négatif pour le dépassement début de course qui, pour moi, je vais pas lui reprocher de l'avoir tenté, c'était très bien essayé, mais le point négatif, je le mettrai en fait plus sur la direction de course. Parce que je trouve que c'est un dépassement quand même un petit peu trop désespéré sur Hamilton qui l'a tenté au départ. Mais après, il a fait le taf et il a ramené la voiture 4e. Je pense pas qu'il pouvait en attendre beaucoup plus. Et j'ai l'impression que ça résume assez bien la saison de Sainz. C'est-à-dire que il fait le minimum. Dans le clan des Mercedes, c'est aussi presque le minimum qui a été fait avec une monoplace qui clairement ne pouvait pas jouer avec les Ferrari et Red Bull comme ça a pu être le cas sur les dernières manches. Mais comme on le sait, le Mexique et le Brésil, c'est vraiment des tracés qui correspondent vraiment plus à leur machine. Quoique c'est pas vraiment que les tracés correspondaient plus à leur machine, mais des tracés qui imposaient des contraintes qui impactaient moins la Mercedes que les autres.
les contraintes atmosphériques notamment. Là, de retour un petit peu à la terre ferme, hein, au niveau de l'eau, on voit un petit peu plus la différence. Russell et Hamilton, on fait, comme tout au long de cette saison, un bon boulot. Toujours Hamilton, un petit rien devant George, on le voit en qualification, il y a 3 millièmes entre les deux. En course, bien évidemment, comme tout au long de la saison, c'est à Lewis qu'on a donné la stratégie un petit peu plus velue à un seul arrêt et qu'il exécutait à la perfection. Belle lutte face à Perez, belle lutte face à Sainz, il a fait ce qu'il pouvait pour vraiment essayer de s'accrocher au podium. Mais la mécanique l'a trahi en fin de course. Alors, au moment où j'enregistre ça, je sais pas si c'est lié à son accident ou pas du tout qu'il a eu avec Sainz. Enfin, le moment où il va vraiment taper le vibreur, je sais que pendant les premiers tours, après le contact, il se plaignait un petit peu de l'équilibre de sa monoplace. Mais après, il était vraiment très rapide. Donc, je sais pas à quel point ça a impacté sa Mercedes. Dans le clan de George, il y avait un excellent premier stint, 15 tours en pneu médium, très très bon. Il arrivait à jouer avec les Red Bull et Ferrari, et puis il a eu ses 5 secondes de pénalité pour unsafe release. Merci l'écurie, bon ça arrive. Et ça a un petit peu compromis son dimanche, mais pratiquement comme tout au long de cette saison, c'est quand même Russell qui termine devant Hamilton, puisque Lewis a abandonné. Mais je pense que voilà, quand tu joues ces petites places entre guillemets du championnat, en tout cas pour Mercedes qui a joué les titres depuis plus de 8 ans maintenant, terminer 4e ou 5e du championnat, ça change rien à ta vie. Toujours à l'image de ce championnat chez McLaren, ça a été une nouvelle démonstration de talent de Lando Norris. On voit à quel point cette McLaren est capricieuse, mais en même temps qu'elle a du potentiel et il l'exploite à la perfection, que ce soit en qualification ou en course. Sa course au final a été assez solitaire et en plus rendue difficile parce qu'il n'avait qu'un seul train de pneus durs, contrairement principalement à Ocon qui était du coup son seul vrai rival pendant la course. Il a eu du coup un 3e relais beaucoup plus favorable puisqu'il l'a démarré en pneu médium, contrairement à Ocon du coup qui était en pneu dur. Norris a pu faire la différence du coup pendant les premiers tours, mais arrivé sur la fin du relais, forcément il perdait beaucoup de temps, mais Ocon n'a pas été en mesure de le rattraper et il sauve du coup ce qui devient une 6e place après l'abandon de Hamilton, et il verrouille définitivement cette 7e place du championnat qui est parfaitement méritée. C'est le seul pilote hors Red Bull, Ferrari, Mercedes, qui passe la barre des 100 points. Lando Norris, c'est une excellente force cette saison. Le seul pilote à avoir fait un podium en dehors des 3 top teams. Donc, une nouvelle fois, il mérite, pour moi en tout cas, tous les espoirs qu'on voit en lui. Je me demande même pourquoi aller risquer de lui mettre un Oscar Piastri dans les pattes l'an prochain. On verra ce que va donner Piastri, parce que s'il se vautre comme Ricciardo, on n'aura pas gagné ou pas perdu grand-chose. Quelques économies de salaire, très certainement. Parce que de la course de Ricciardo, au final, j'ai l'impression que c'est ce qu'on attendra d'un Oscar Piastri l'an prochain, à savoir de terminer un petit peu derrière Lando, même si Daniel restait quand même très très loin dans l'ensemble. Mais c'était moins pire ce week-end. Il échoue à moins de 3 dixièmes de Lando, ce qui est quand même un petit peu conséquent quand on est toujours un pilote de cette expérience. Mais bon, on a l'habitude. En course, il a réussi à faire marcher son un seul arrêt. Et au final, c'est ce qu'on attendait de lui. Il termine 9e. Ça n'apporte rien au championnat constructeur, malheureusement. Quand tu regardes l'écart, Lando a pratiquement 100 points d'avance. Si Daniel avait marqué ne serait-ce que le double de ça, McLaren aurait été bien confortablement devant. Et c'est un petit peu, de sa faute que McLaren a été un petit peu retardé cette saison. Du côté d'Alpine, je pense qu'on peut dire que ça a été assez serré toute la saison, même si sur les dernières manches, clairement, Esteban Ocon marquait un petit peu le pas, je trouvais. Mais là, pour le coup, à Abu Dhabi, c'est lui qui a mené l'équipe du vendredi au dimanche. Il était le plus rapide, le plus performant. Et c'était Nando qui était un petit peu à la traîne. Alors, manque de confiance peut-être dans sa machine. Mais Esteban a vraiment fait le taf en qualif, comme je le disais, du coup, et en course également. Et au final, c'est, comme je le disais, un petit peu sur ces petits riens stratégiques où il n'a pas été en mesure de revenir sur la McLaren, mais l'Alpine, vraiment en début de course, j'ai senti, et même un petit peu sur les temps autour, il me semble assez clair que l'Aston Martin jouait presque dans les mêmes temps autour. Donc, une Alpine qui a été un petit peu moins
efficace que sur les week-ends précédents. Quant à Nando, comme je le disais, un petit peu en difficulté, mais d'un autre côté, sa course a été ruinée par une énième panne mécanique en début d'épreuve. Pour, je sais pas, peut-être la 4e fois de sa carrière, il se fait battre au championnat par son coéquipier, comme Hamilton, au passage, qui se battre par Russell. Bon, j'ai envie de dire, c'est plus pour la petite anecdote, pour la petite stat, pour rigoler. On sait que sur l'ensemble de la saison, tant Lewis que Nando ont été incroyables. Et j'ai hâte de le voir dans une écurie qui a fini 3 places derrière au championnat. En tant qu'admirateur du Taureau des Asturies, j'ai hâte de le voir un petit peu plus continuer à ruiner sa carrière. J'ai l'habitude. Et puisqu'on est sur les départs vraiment pas joyeux, parlons de Pierre Gasly un petit peu qui a eu un énième week-end horrible dans l'AlphaTauri, pas en confiance du tout, et du coup ça se retranscrit par une course solitaire. Il l'a passé, la course en fond de grille, et finalement il se contente juste de terminer devant les Haas et devant Bottas, et je crois pas qu'il y avait beaucoup plus à faire pour lui. Et du coup on a essayé une stratégie un petit peu désespérée. C'est le seul à démarrer avec les pneus soft, et ensuite il nous fait un relais de 43 tours avec les pneus durs. Ça n'allait jamais marcher, mais avec une safety car surprise, on sait jamais, donc voilà. Yuki Tsunoda, de son côté, pour moi, il conforte vraiment sa place en interne depuis quelques week-ends. C'est presque lui l'homme solide de la maison. Sur ce type de tracé, en tout cas un petit peu technique, c'est lui qui tire toujours un petit peu mieux son épingle du jeu avec ses virages lents. Pas passé loin de la Q3, donc ça aurait pu être sympathique, mais à la stratégie, il se fait battre par Ricciardo et Stroll qui l'ont undercut, et il se fait battre de pas grand chose. Donc je pense que chez AlphaTauri, on a hâte de se débarrasser aussi de cette machine qui n'a pas du tout été au niveau des espérances. Du côté des Aston, chez Lance Stroll, une nouvelle fois assez loin en qualification, quoique dans le garage Aston, on disait que Vettel a fait en Q2 un de ses meilleurs tours de la saison. Je veux bien les croire, mais parce que c'est Sébastien Vettel et qu'il a sorti un excellent tour, mais il est pratiquement 4 dixièmes de son coéquipier, ce qui est quand même un petit peu piquant. Mais en course, il a pu profiter d'une stratégie parfaitement opérée, et il a fait une nouvelle fois ce qu'il fallait pour aller chercher les positions en fin de course, passant Tsunoda, Vettel, Ricciardo. Et voilà, il marque un petit peu plus de points, très loin de Vettel au championnat. Je pense que là, pour le coup, l'an dernier, on arrivait un minimum à justifier que Lance avait été le plus régulier, mais qu'il avait eu des moins gros résultats. Là, non. Vraiment, sur l'ensemble de la saison, Vettel a été au niveau de celui qui faisait tant rêver les fans de Formule 1 à l'époque, et faisait tant détester ceux qui n'aiment pas ceux qui gagnent tout le temps, comme moi. Donc voilà, parce que du côté de Vettel, ça a été une nouvelle fois un week-end assez incroyable, avec cette belle qualification, une course vraiment très très forte, mais là la stratégie, ça a été vraiment désespéré. Les 25 tours en pneu médium, il s'est effondré dans le classement. Je sais pas ce qu'on attendait, une safety car surprise, mais au bout d'un moment, même la safety car n'aurait rien apporté. Donc bon, il finit malgré tout 10e. Je pense que c'est un moyen pas trop négatif de terminer sa carrière, mais le plus fort reste quand même que il peut nous dire au revoir sur une très belle course de sa part, en plus sur un tracé où vraiment pour moi pendant des années ça a été un petit peu le boss ici à Abu Dhabi, même si ça a été Lewis qui a gagné la pole en 2009. Il a abandonné, c'était Vettel qui a gagné derrière, mais en 2010, le tour de pole de Sébastien Vettel, tour de pole décisif en plus, puisqu'on jouait le titre face à Hamilton, Webber et Alonso. Vous pouvez le trouver sur le YouTube de mémoire, mais son tour de pole à Abu Dhabi en 2010 est vraiment excellent, avec des entrées en virage assez pointues,
dans le sens où il va vraiment attaquer la corde, mais il ralentit vraiment la voiture, et puis ensuite, il n'a pas peur de vraiment, totalement, vraiment compromettre sa vitesse au point de corde, mais à totalement gagner en sortie de virage, et vraiment ce type de tracé à Abu Dhabi, c'est exactement ça qui le met en valeur, donc quelques petites caméras embarquées de Sébastien Vettel sur ce type de circuit, ça fait plaisir. Mais je m'étendrai un petit peu plus sur sa carrière dans les prochains jours, je pense. On va finir avec la dernière note positive que j'ai à donner, qui est pour Alexander Albon. Quel retour, mais quel retour cette saison. Je pense que le pilote thaïlandais, pour le coup, à l'exception de 3 ou 4 grands prix qui ont été pas très glorieux, a été assez incroyable. En qualification, il ruine un petit peu son tour de préparation à cause du trafic, qui a été horrible en Q1, le trafic. Mais il arrive quand même à remonter de la 19e à la 13e place au drapeau à damier. Un nouveau petit coup de magie de Alex Albon, et vraiment une excellente façon de conclure la saison. Je pense qu'il y a assez peu à dire, si ce n'est que il a opté sur une strat un petit peu à la Norris avec 2 relais en pneus médium, ce qui a pour le coup bien marché pour lui. Et dans le garage d'à côté, Nicolas Latifi, je ne saurais concevoir que lui, il a fait 3 saisons en Formule 1 alors que on va perdre Mick Schumacher qui n'en a fait que 2. Voilà, je suis désolé Nicolas, tu vas pas me manquer du tout. Là, la course a été nulle part de chez nulle part du début à la fin. En qualification, ça faisait presque illusion. En fait, il termine qu'à 1/10 parce que Albon a eu du coup ce problème de trafic. Mais en course, il n'y a pas eu photo. Albon a tracé et Latifi n'a certes pas été aidé par un contact avec Schumacher qui met un terme à sa course. Mais voilà, en termes de rythme, il est nulle part. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir Logan Sargent dans la monoplace à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison prochaine, parce que c'est un pilote qui nourrit beaucoup d'espoir pour moi en tout cas, même si je me demande s'il n'est pas promu trop rapidement, j'ai quand même hâte de... Enfin, disons que j'ai beaucoup plus de hype pour Logan Sargent que je n'en ai jamais eu pour Nicolas Latifi, et je pense que je ne suis pas le seul. Allez, si je disais un dernier point positif, j'ai oublié Zhou Guanyu, qui, je pense qu'on peut le dire, il conclut sa saison à la perfection. Je sais pas s'il y a vraiment un mauvais point à relever sur Zhou, si ce n'est que sur le début de saison et sur quelques grands prix, il n'a pas été le meilleur en qualification. Mais non, vraiment, là, il conclut une saison presque parfaite pour un rookie, j'ai envie de dire, et qui nous fait oublier qu'à côté de lui, il y a un pilote que je pense que Alfa Romeo, ils ont quand même payé un petit paquet pour l'avoir, en termes de salaire, je veux dire, parce que Bottas, il arrive quand même avec une bonne cote, en sortant de 10 victoires et de je sais pas combien de podiums chez Mercedes. Là, pour moi, si je suis le directeur et que je signe l'échec à la fin du mois, je me demande si Bottas y remplit bien ce pourquoi je le paye. Mais bon, de toute façon, chez Alfa Romeo, on avait totalement décidé de compromettre ce week-end parce que, on n'a pas décidé de le faire, mais il y a eu une approche vraiment pragmatique parce qu'il y avait la lutte constructeur pour la 6e place face à Aston Martin. Et on savait qu'en termes de rythme, on ne jouerait jamais les points, même si Zhou a fait un peu illusion en passant en Q2, il n'y avait pas le rythme pour beaucoup plus. Et du coup, ils ont essayé de caler leur stratégie pour être toujours devant les Aston lorsqu'elles passeraient au stand et pour essayer de les bloquer le plus possible en piste. Ça, on va dire que ça a un petit peu marché parce que les Aston finissent à égalité de points, 55 points chacun, mais vu que Bottas, pour le coup, c'est lui qui sauve l'équipe, a terminé 5e à Imola, qu'il a le meilleur résultat des deux équipes, c'est Alfa Romeo qui prend la 6e place, là où Aston est 7e. Mais du coup, je pense pas qu'on a eu beaucoup plus à espérer, mais quand même, Zhou arrive à terminer 12e. Dans le clan Bottas, on a essayé de faire une Vettel avec un premier relais, mais infiniment long, et il s'est effondré dans le peloton aussi. Il y a eu sa tentative pour ralentir Vettel, qui s'est soldée par un blocage de roue et une sortie de piste. Et à part ça, il n'a pas bien eu l'occasion de briller ce dimanche, mais
Sa qualification a aussi été compromise comme Albon par du trafic. Quand je dis du trafic, c'est dans le tour de préparation, disait-il, il a pas bien pu mettre ses pneus en température. Et on sait que voilà, si t'as pas les pneus en température, tu ne tires pas le grip maximum dans ton tour de qualif. Donc, ce qui justifiait sa 18e place sur la grille. Et ça s'en est terminé un petit peu là pour les Alfa Romeo. Le résultat est honteux, mais au final, ils sont sauvés par un début de saison tonitruant et où, pour le coup, Bottas avait répondu présent en marquant pratiquement tous ses points sur les 6 ou 7 premières courses. Et on va conclure avec un week-end désastreux pour Haas. Kevin Magnussen, pareil que chez Bottas, il n'y avait pas le rythme dans la machine, on a tenté quelque chose de désespéré avec un seul arrêt, et ça n'a pas marché. Et du côté de Schumacher, on peut quand même souligner qu'il a été un petit peu plus rapide sur l'ensemble du week-end, mais hélas, il s'en tire avec une note négative épinglée à son front avec cet accrochage avec Latifi. Bon, comme je le disais, pour l'accrochage Ricardo Magnussen au Brésil, c'est pour moi une énième démonstration que ces bagnoles ne peuvent pas se battre dans les virages lents. Mais bon, il a fait la faute, c'est quand même lui qui doit prendre le blâme. Mais bon, j'espère pour lui qu'il arrivera à revenir parce qu'il a quand même démontré des choses sympathiques au volant de cette voiture. Il a montré de bonnes choses dans sa carrière junior, donc je pense que peut-être que dans 1 an ou 2, si jamais il y a une place qui se profile, il arrivera à montrer le bout de son nez. Et il y avait cette photo qui m'a presque fait mal au cœur. C'était une vidéo de Haas où il filmait l'échange de casques entre Schumacher et Magnussen, et t'as Magnussen qui fait son sourire là où il ferme les yeux tellement qu'il sourit, et à côté il y a Schumacher qui a un sourire forcé horrible. Et je me dis, il y a 1 an, vous remontez 1 an au même moment, Schumacher, c'était le héros de l'écurie, c'était la note d'espoir de l'équipe qui était au fond du gouffre en termes de performance, qui était sous la dictature Mazepin, qui plombait un petit peu l'ambiance. Et Magnussen, il disait, j'ai tiré un trait sur la F1, c'est fini. Et là, on finit la saison suivante. 1 an plus tard, c'est Schumacher qui doit dire au revoir à la Formule 1 et Magnussen qui a fait sa première pole et qui a un contrat pour l'an prochain. J'ai envie de dire, des fois, l'univers de la Formule 1 est bizarre, rigolo, cruel, mais bizarre. Et je pense avoir parlé pendant suffisamment longtemps d'une course qui a été, somme toute, oubliable, mais c'est de la Formule 1. On va dire que c'est comme ça la plupart du temps, et on l'aime quand même comme ça, cette Formule 1, même si généralement on s'amuse un petit peu plus quand il y a des vrais enjeux, plutôt qu'une 4e ou 6e place du championnat constructeur ou une place de vice-champion du monde. Donc, je vous remercie toutes et tous pour avoir été là aujourd'hui. Ça m'a permis de un petit peu initier ce type de format scindé en 2 pour l'an prochain. Comme ça, voilà, peut-être que ça me permettra de cibler un petit peu plus le type de truc qui vous plaît entre le format très court qui synthétise l'essentiel avec quelques petites notes de blagounettes et l'autre beaucoup plus centré sur le contenu du week-end que j'essaye quand même de faire le plus synthétique aussi possible, parce que 20 pilotes, même si on essaye de passer 1 minute sur chaque, ça fait 20 minutes. Avec toutes les petites digressions, on est vite arrivé à la demi-heure. Donc c'est aussi pour ça que je pense que j'ai décidé de diviser les deux. Donc, merci une nouvelle fois. Dans tous les cas, la saison Formule Blabla n'est pas terminée. Et dans tous les cas, l'intersaison ne changera rien puisque, vous le savez, ici, on parle de Formule 1. On ne parle pas que de l'actu de la Formule 1. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on pourra revenir. Et bien évidemment, tout au long de l'hiver, là, normalement, j'espère que pouvoir sortir la vidéo jeudi. Vendredi soir, on reprendra les lives qu'on faisait à se replonger dans les toutes premières heures de l'histoire
où on essaye de reprendre toutes les courses hors championnat et de les compter dans le championnat global, voir ce que ça va donner. Et là, on va s'éclater parce qu'il y a les saisons 51-52 à 35 courses hors championnat à peu près, donc ça va être très rigolo. Et tout ça, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube Blabla F1 VOD et la synthèse sur le site internet formule-blabla.fr. Le lien est en description pour tout ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Cassez-vous.